The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara et on se retrouve pour une nouvelle émission consacrée aux jeux de rôle. Et bien sûr, comme d'habitude, je suis accompagné du mystérieux, de l'énigmatique, du cryptique Dédé Schütz. Salut Dédé. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'était ma voix énigmatique. Bah bien sûr. Alors, est-ce que... Voilà, on avait tous remarqué. Ouais, est-ce que tu aimes le mystère, l'enquête? Et dans les jeux de rôle, tu aimes bien les mystères et enquêtes ou tu es plutôt action et coup d'épée? Non, j'aime bien les enquêtes. C'est pour ça que je fais des jeux d'enquête aussi en jeu de société. On recherche un peu comme ça le mystère, et c'est toujours bien s'il y a un petit peu de mystère dans la vie, parce que quand tu regardes une série, ça te tire en haleine, tu vois, par exemple. Alors, quel est ton jeu d'enquête favori en jeu de société, tiens? Puisqu'on a fait une émission spéciale sur les jeux d'enquête il y a pas longtemps avec Zéphiriel. Oui. Du coup, tu as le droit d'apporter ta pierre à l'édifice. J'ai le droit d'apporter ma pierre à l'édifice. Alors moi, il y en a deux, je dirais. Ça se bat un peu entre Suspect et Crime Zoom. Ah. Crime Zoom parce qu'il est quand même petit. J'aime bien le format, assez. Puis tu aimes les photos. Assez simple, voilà. Toi, tu es un photographe amateur, donc. Ouais. Oui, voilà. Donc j'aime bien. Après, j'aime bien avoir tu vois, t'as la scène de crime et puis tu dis, je peux aller d'un côté voir ceci, voir cela. Ça, on a vraiment l'impression déjà avec la première truc, la scène de crime, d'aller, de pouvoir aller vers où on veut, tu vois, tu peux zoomer sur un truc. Des fois c'est des fausses pistes, des fois c'est des trucs. C'est ça qui est sympa, quoi. Et dans Suspect, ce que j'aime bien, c'est que t'as vraiment des discussions avec des gens. Elles sont un peu plus, c'est un peu plus fouillé. Ouais. Comme ça, c'est un peu plus le côté, Claire Harper et tout ça, quoi. Je pensais que tu allais me dire que c'est parce que Guillaume Montiage est quasiment ton voisin. Du coup, c'était une sorte de lobbying local. Je suis obligé de le dire. Voilà, je suis obligé de le dire, sinon il vient, il sonne à ma porte avec sa batte de baseball. Je vois très bien Guillaume Montiage sonner à ta porte avec sa batte de baseball. Ouais, non, mais oui, mais sinon j'avais joué à des Sherlock Holmes détective conseil aussi, mais en fait je trouve que c'est parfois trop alambiqué. Tu passes des heures pour dire mais en fait fallait voir ce petit détail que j'ai pas vu, parce que bon, on va pas se cacher, hein, je suis quand même pas Sherlock Holmes, hein. Comment? Je suis déçu là. Punaise, moi qui m'attendais à ce que tu m'expliques que avant même de faire n'importe quelle piste, t'avais trouvé le... C'est ça. Ouais, oui, parce que j'ai lu les réponses. Ah oui, c'est ça en fait. C'est une bonne technique, ça. Moi, je joue beaucoup à Sherlock Holmes Détective Conseil avec ma mère, et ma mère, tu sais, comme c'est elle qui feuillette le livret, qui lit, moi je prends les notes. Régulièrement, je vois qu'elle fait, je sais pas si elle le fait exprès ou pas, mais hop, elle arrive à la page de la fin et je me demande dans quelle mesure, inconsciemment ou pas, elle essaye de tricher, je ne sais pas. Moi je fais ça aussi avec mon épouse, et on est pareil, c'est elle qui lit, et des fois je vois que quand je suis en train de réfléchir, elle est en train de lire d'autres paragraphes. Elle fait ouais bon et à la fin elle me dit bon, j'ai lu d'autres trucs mais ça m'a pas beaucoup aidé. Bravo. Bon, ça triche. Alors en fait, on parle de jeux d'enquête, mais c'est pas complètement déconnecté, parce que on va commencer cette émission par nos rituels news, et tu vas voir qu'il y a un petit lien, puisque un jeu que j'ai repéré, c'est Rosewood Abbey. Je sais pas si tu en avais entendu parler ou pas. Non, pas du tout. Eh ben, écoute, c'est un jeu de rôle qui est inspiré par Le nom de la rose de Umberto Eco, donc le livre, bien sûr, et puis qui a été adapté en... Moi, je pensais que c'était adapté de Downton Abbey. Non, c'est ni de la chanson, parce que je suis obligée de faire cette blague, excusez-moi pour les plus anciens. Est-ce que vous vous souvenez de cette chanson Au nom de la rose, mon ami la femme? Voilà, c'est... Oui. Voilà, ça, c'est les meilleures références de Paul Gara. Hein, Ouais, en fait, je crois que il s'appelait Mousse ou un truc comme ça, le chanteur. Et franchement, c'est horrible, parce que quand j'entends le nom de la rose, j'ai sa tête encore qui m'arrive. Tu sais, j'ai une image subliminale de lui qui se met dans mon cerveau. Et c'est très perturbant. Voilà. Et qui avait donc Le nom de la rose de Umberto Eco, mais aussi une série de livres qui avait été adaptés en série télé, Catfell. Je sais pas si tu connais
Cadfael. Ah oui, oui, je connais la série télé. Ouais, avec Derek Jacobi qui faisait Frère Cadfael. Et c'était des livres qui étaient sortis, je pense, c'était chez 10-18 de Elise Peters. Moi, je les avais, je pense que je les ai tous lus et j'avais même le coffret peut-être même, je pense que c'était DVD quand même déjà. De la série et j'adorais, et en plus il y avait pas des moyens de ouf, ça faisait vraiment décor naturel, enfin c'était pas la grosse série avec des gros moyens, la HBO, tu vois, c'était plus télé anglaise. Oui. Et moi... plus Monty Python quoi et que Game of Thrones quoi. Plus ça. Et franchement c'était très chouette, donc voilà, donc dans Rosewood Abbey on se retrouve un peu dans cet univers, et donc on comprend que on va pouvoir mener des enquêtes dans une ambiance britannique, enfin anglaise médiévale. Donc ça a l'air vraiment ça reprend le folklore européen, et puis aussi j'imagine des intrigues qui mêlent religion et puis toutes les problèmes, enfin peut-être les luttes de pouvoir, ça je sais pas. En fait, je pense que c'est tout en anglais. J'ai pas vu de traduction, et en gros, ils disent que c'est quand même... j'ai l'impression qu'il y a aussi certains peut-être scénarios ou inspirations liées à Brindlewood Bay. Donc ça, j'ai trouvé ça cool. Voilà. Moi, ça me dirait bien, mais tout en anglais. J'ai déjà du mal à lire mes bouquins de jeux de rôle en français, à les jouer. Alors, faut que je sois raisonnable. Donc, je mettrai quand même le lien. Franchement, s'il y a une version française, ça, c'est sûr que je pense que je serai cliente immédiatement, quoi. Ok, bah ouais, ça a l'air sympa, les enquêtes médiévales. Tout à fait. On a envie de faire ça quand même. Bah oui. Nous qui adorons les enquêtes déjà dans Brindlewood Bay, ça peut que nous plaire, quoi. Toi, tu as repéré quoi, Dédé ? Moi, j'ai repéré un truc. Alors, ça va pas te plaire parce que ça va sûrement te faire dépenser des sous. Ah là là. Mais un nouveau supplément pour Cthulhu qui s'appelle Achtung Cthulhu. Ah, on comprend tout de suite où on va se trouver. Voilà, on comprend tout de suite. On est donc durant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, ça avait déjà été édité en 2014 par Sans Détour, mais là, ils vont ressortir sur Kickstarter ou enfin sur un financement participatif, donc pour Achtung Cthulhu. Donc, on joue dans des Américains qui se battent contre les grands anciens, mais nazis, c'est ça ? Contre les grands anciens et contre les nazis en même temps, quoi. Il y a une guerre secrète contre les forces occultes nazies. Voilà. Sachant qu'on sait que dans le parti nazi, il y avait des grands amateurs d'ésotérisme, d'occultisme. Enfin, il y a un peu ce pan qu'on retrouve un petit peu, qui a été un peu exploité aussi dans Indiana Jones, tu sais, quand on voit les nazis qui cherchent des artefacts et tout. Bon, on peut dire que de toute façon, enfin, castagner du nazi, c'est toujours une bonne chose. On le dit pas assez, il faut le rappeler. C'est ça. Plutôt que de jouer des nazis ou des fascistes dans Secret Hitler, jouer à Achtung Cthulhu pour castagner des nazis. On vous renvoie à la vidéo de stand-up de la personne qui explique que, je sais plus son nom, que c'est toujours frapper un nazi, c'est toujours une bonne chose. Voilà. Vous pouvez mettre des commentaires si vous trouvez que je suis contre la liberté d'expression. Mais comme je me soucie pas trop du bien-être des nazis, moi non plus, pas de souci là-dessus. Ah, ces pauvres nazis, on les voit plus trop. Enfin, si, ils reviennent un petit peu. Si, justement, je trouve qu'on les voit un peu trop. Beaucoup trop. On les voit déjà beaucoup trop. Le peu qu'on les voit, c'est déjà trop, et je trouve que c'est pas mal. Hein. J'ai envie de te dire qu'il y en a plein la télévision française. Déjà pour commencer. Ouais, donc en fait, tu disais c'était Sans Détour qui avait fait la première édition du jeu. Ouais. Et pour la version française, bien sûr. Et là, je vois que c'est le Légion Distribution qui va proposer le kit de découverte pour découvrir ou redécouvrir le jeu en avant-première. Ce n'est pas Chaosium qui fait ça, c'est Modifius en anglais, si je comprends bien. Et ce sera sur Game on Tabletop, quoi. Ok, bon, on mettra le lien. Tu sais quand est-ce que c'est ou pas à partir du 26 mai, je vois. Le 26 mai, oui. Vous avez encore un peu le temps d'économiser des sous. Si vous êtes vraiment fan de Cthulhu, vous pouvez faire le Kickstarter de Terreur sur l'Orient Express, là, qui sort en jeu de société, en jeu de plateau. Je risque peut-être de faire.
Ce n'est pas bien. Il ne faut pas faire de Kickstarter. On vous l'a déjà dit, mais c'est pas grave. Ouais. Non, mais moi, j'en fais pas, c'est bon. Ouf. Moi, je suis sauf. Alors, un autre jeu qui sorti, alors c'est une ressortie, si j'ai bien compris. C'est un nouveau jeu de Com Martin qui s'appelle Pensez à ce que vous voulez et appuyez sur le bouton. Alors le titre est incroyable déjà, c'est vraiment c'est déjà super évocateur, on se demande direct ce qu'il y a dans ce jeu. Et en fait c'est une série, il s'est présenté comme une série de modules pour un MJ et plusieurs joueurs et en fait qui sont confrontés à des salles d'escape game un petit peu, c'est un peu à l'esprit. Alors je crois que c'était un jeu qu'il avait déjà sorti et qu'il a mis à jour, si j'ai bien compris ce que j'ai vu. Ça avait été écrit en 2019 et puis ça a été remis à jour récemment, donc c'est partagé sur la page Itch.io de Com Martin. Alors c'est assez marrant parce que donc, si j'ai bien compris, on doit sortir d'une pièce. En fait, on a un temps imparti, c'est-à-dire que quand le personnage se réveille dans la pièce, c'est un peu le pitch. En gros, il a X temps, alors peut-être, je crois que c'est 15 minutes, et pour explorer. Voilà. Et en fait, un joueur ou une joueuse ne peut explorer qu'une seule fois le même module, en temps limité et réel. Voilà, le minuteur va démarrer, et puis ensuite, une fois que le temps sera écoulé, le joueur ou la joueuse ne pourra plus jamais y retourner. Et ensuite, il peut laisser des messages pour ceux qui vont venir dans la pièce après, si j'ai bien compris le fonctionnement, quoi. Et on peut transmettre des messages aux futures exploratrices qui servira pour les prochains à venir dans cette pièce. Alors, j'ai trouvé ça assez amusant comme concept. Et puis, on va pouvoir dessiner des plans et tout, tu vois, ça a l'air cool. Ouais, ça a l'air original, quoi. Ouais, très original. Bah, comme souvent, je trouve que comme Martin, il propose toujours des setups un peu fous. Je me dis toujours, waouh, comment il a des idées pareilles. Et donc, le jeu est fourni avec 4 modules et puis des conseils aussi pour créer ses propres modules si on le souhaite. Je mettrai aussi le lien dans le billet. Toi, tu as vu autre chose, Dédé ? Moi, j'ai vu un autre Kickstarter. Alors, mais dis donc, t'es payé par Game on Tabletop aujourd'hui ou quoi ? Bah oui, je devrais, hein, parce que j'achète pas, mais j'en parle, tu vois. Non, mais j'ai vu, je me dis, ça peut peut-être intéresser nos auditeurs et auditrices de savoir que le jeu de rôle officiel de Assassin's Creed est sur Game on Tabletop. Donc, si vous le voulez, il faut vous dépêcher parce que je crois qu'au moment où c'est le dernier jour aujourd'hui, ça se finit. C'est le dernier jour aujourd'hui ? Ça se finit le 25. Le 25 avril ? Et ben, je crois que c'est le jour de diffusion de l'épisode. Donc, tu vois, c'est écouter dans la journée et si ça vous intéresse, allez-y. Voilà, allez-y. Bon, ils sont déjà à 500%. Hein, on pouvait s'en douter, hein, mais donc voilà, si vous avez bien aimé Assassin's Creed dans les différentes époques, alors je sais pas comment ils géreront parce que il y a eu quand même plusieurs époques d'Assassin's Creed. Ouais, bah donc, je sais pas si on pourra explorer tout ou si ce sera des modules complémentaires. T'avais joué aux jeux vidéo ou pas ? Non, pas du tout. Je suis totalement passé à côté, mais moi j'avais fait le 1, donc qui se passe dans les moments dans les croisades. C'était pas mal, mais c'était très répétitif. Et après, j'avais fait surtout le 2 avec le personnage d'Ezio. Et c'était vraiment... Alors, celui-là, je l'ai adoré. Donc, qui se passe en Toscane et tout. C'était vraiment... celui-là, après, j'ai fait Brotherhood. Je vous raconte toute ma vie. Qui se passe à Rome, que j'ai adoré aussi. Et j'avais commencé celui d'après, que je crois que j'ai jamais terminé, qui se passe à Istanbul. Et je les ai tous les autres, mais je ne les ai pas faits. J'avoue que j'ai un peu saturé. Et j'avais essayé de faire celui qui avait le renouveau où il était en Égypte, et j'ai pas du tout aimé, quoi. Ouais. Je sais que celui qui se passe dans la Grèce antique avait eu beaucoup de très bons retours, mais moi celui en Égypte, oh là là. En fait, il y avait tellement de trucs à faire que. Il n'y en avait pas un qui était à Paris Si, ouais, pendant la Révolution française. Après, il y a eu Londres au 19e. Et après, j'avoue que j'ai un peu perdu le fil. Hein. Oui, parce que... Ouais. Mais le 2 et le 3 qui se passent donc pendant la Renaissance en Italie étaient vraiment top. Tu croisais en plus plein de personnages historiques.
Tu vois, tu vivais des événements réels, enfin historiques réels comme la conjuration des Pazzi et tout. Tu croisais Savonarola, tu croisais la famille Borgia et tout. Et on avait adoré. Et moi, je sais que mon fils l'avait fait. Et alors, t'as dans les jeux vidéo, tu sais, t'as un petit truc qui te dit une sorte de petit glossaire qui t'explique les personnages et tout. Et il était devenu incollable sur tous les événements de la conjuration des Pazzi et tout. Enfin, je pense que ça lui est resté. Et alors, ouais, le jeu de rôle, parce que là, on parle du jeu vidéo beaucoup. Le jeu de rôle, donc c'est Arcane Asylum, je vois qu'il fait. Ouais. Alors, avec des systèmes de D6 originaux spécial du... Ah oui. C'est le match system qui utilise des spéciaux voilà, aux couleurs de... Ouais, ça c'est pour te vendre les dés, bien sûr. Oui, voilà, c'est des dés de 6, hein, sinon... voilà, en fait, tout simplement. Mais oui, mais parce qu'ils te vendent tout. C'est un Kickstarter, on est d'accord qu'il va y avoir il y a des figurines, il y a des livres. Ah oui, je vois les figurines. Il y a des cartes. Sachant que quand même, déjà, quand tu achetais les jeux vidéo, tu pouvais acheter avec les figurines, tu vois, si tu achetais certaines éditions de luxe. Et je vois qu'ils continuent sur cette lancée des figurines qui, une fois que tu les as, ne te servent strictement. T'es vachement content de les avoir. Elles te servent à rien, tu les poses quelque part, elles prennent un peu la poussière. Et... ouais. Voilà. Et en plus, là, c'est des figurines, donc de jeux de figurines. Donc, en plus, il faut les peindre. Combien seront peintes? Ça, c'est la vraie question. Ah, quoi. Ça, c'est la question, ouais. Ça, c'est la question. Mais je vois pas trop le style de d'aventure que tu vas vivre. J'imagine qu'ils ont repris sur le jeu vidéo, hein. On va pas se... Ouais, je pense qu'ils ont dû se calquer sur le jeu vidéo mais de pouvoir se balader à différentes époques, tu vois, ça peut... Ouais, oui, c'est ça, voilà. On va avoir différents cadres temporels, Japon médiéval, Seconde Guerre mondiale, décidément, romantique. On est d'accord que il y a un petit côté fan service là-dedans. Oui, là, je pense qu'on est clairement... Quel média on n'a pas encore... de jeu on n'a pas encore utilisé? Oui, on a fait... Parce qu'ils ont fait un jeu de société aussi, il me semble. Oui. Ça, ils l'avaient déjà fait. Oui, je crois que c'était Triton Noir, ouais. Ils disaient, ah, tiens, un jeu de rôle, on l'a pas encore fait, ça. Bah oui. Bon, écoute. Bah, de toute façon, je pense que tout le monde... Et après, il y aura peut-être la série télé, tu vois, comme... C'est ça. Comme Fallout. Ouais. Ah oui. Bah Fallout, il y a un jeu de rôle aussi. Bah oui, ils ont fait le jeu de rôle et ensuite la série télé. Voilà. Bah, ça va être pareil. Voilà. C'est une affaire qui roule. Ils sont malins. C'est ça. À défaut en fait, à la différence de Tales from the Loop, oui, où ils ont d'abord fait le jeu de rôle et ensuite la série, que ça vient d'abord d'un jeu de rôle. Ouais, et ensuite, c'est plus original. C'est moins le crossover qu'on connaît, quoi. Ok, bon bah écoute, moi j'irai jeter un coup d'œil parce que j'avais bien Assassin's Creed quand même, et je suis pas sûr que je sais pas, je suis perplexe et dubitatif sur ce jeu. Si quelqu'un le prend, donc tu ne l'achèteras peut-être pas. Non, je pense que je vais passer. Mais qu'est-ce que t'as acheté alors dernièrement? Écoute, j'ai acheté Passion de las Passiones, donc qui est un jeu de rôle que vous pouvez trouver sur la page Itch.io de Kellren. Je pense que c'est Kellren qui a fait la traduction française. Et c'est pour jouer dans l'univers des telenovelas. Ah. Ces séries télé, ces soaps de mexicains, je pense que c'est plutôt c'est l'inspiration ou c'est un peu toute Amérique latine, c'est un peu partout. Voilà, et donc on va créer sa propre telenovela épisode par épisode. On va vivre des histoires romantiques, bien sûr des drames, des trahisons. Des trahisons. Ouais, bah on a envie de ça, quoi. Et puis... les enfants cachés et tout ça, ouais. Forcément. Et des frères jumeaux aussi, qu'on n'avait pas remarqué. Oui, c'est ça. Et donc, si j'ai bien compris, on interprète le rôle des vedettes de la série avec des motivations et objectifs propres. Et puis, on va ensuite vraiment créer sa série télé, quoi, finalement. Et ça a l'air vraiment top. Voilà. Rien que le concept, moi, je suis vraiment... je suis vraiment acquise direct. Donc, je l'ai pris et j'espère bien qu'après Brindlewood Bay, de cette ambiance arabesque, nous pourrons nous atteler à la création de notre série. Changer de série. Il a été nominé en 2023 au Zénith. Ouais, je vois ça effectivement. Et donc, j'espère bien y jouer prochainement. Voilà, vraiment. Et comme ça, on pourra faire un petit retour dessus. Ouais, c'est vrai, ça a l'air marrant. Ouais.
Et toi, t'as acheté des choses ou pas du tout? Tu as été très raisonnable. Non, toi, t'es raisonnable. J'ai été sage. J'ai acheté du chocolat de Pâques et j'avais plus d'argent pour m'acheter pour m'acheter du coup des jeux de rôle. Non, mais j'ai lu un petit peu. J'ai lu un petit peu parce que je me suis replongé dans la lecture. Je cherchais un jeu de rôle à faire pour peut-être aussi après Brindlewood Bay. Et je me t'ai souvenu que j'avais le jeu de rôle Les Chroniques des Féales. Alors, je ne sais pas si tu connais Les Chroniques des Féales. Non, pas du tout. C'était une série de livres de Mathieu Gabory. Ah oui. Donc, alors Mathieu Gabory, il avait fait déjà le jeu de rôle Agone. Oui. Et il avait ensuite tiré de son livre. Et il avait ensuite créé une autre série en 3 tomes qui s'appelle Les Chroniques des Féales. C'est aussi dans un monde assez noir. Et il y a c'est une ambiance très dark fantasy, on va dire. Donc je ne sais pas si tu avais entendu parler de ça. Et pareil, donc le livre reprend un peu les archétypes parce qu'il avait inventé différentes races. Et je vois que c'était chez Sans Détour aussi. Oui, et c'était chez Sans Détour. Alors ça date de 2012, hein, c'est pas tout neuf. Ça date à peu près de l'époque à laquelle les livres sont sortis, même après, quoi. Ils sont sortis en 2004, les livres, dans ces eaux-là. Et en 2012, ils avaient fait donc le jeu de rôle, et notamment Mathieu Gabory a participé à l'élaboration du jeu de rôle, quoi. Donc c'est toujours bien quand l'auteur s'implique pour faire ces jeux de rôle. Donc ça, c'était pas mal. Mais bon, c'est un peu dark, un peu noir comme ambiance. Je sais pas si je suis très d'humeur pour jouer à ça. D'accord. Ouais, je pense qu'il faut trouver le bon timing effectivement pour se plonger dans des ambiances un peu plus dark. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est ça. Et puis ils disent c'est bien que les gens aient lu le livre. Donc le truc, c'est ça, c'est de trouver des gens qui ont lu les bouquins, qui en sont fans. Et je pense qu'après tu dois pouvoir le faire jouer. Mais c'est un monde c'est un monde de médiéval fantastique comme un autre, quoi. Mais ils disent ça prend une saveur particulière si tu as lu les bouquins. Oui, si tu as lu les romans et que du coup tu es déjà familier avec l'univers, quoi. Ouais, si tu connais l'ambiance, quoi. Eh ben écoute, en parlant de univers un peu médiéval dark, moi j'ai eu la chance de jouer à Marche Branche, le jeu de Thomas Munier là qui a été en précommande et qui sort, je pense, très bientôt, dont on avait parlé la dernière fois. J'ai fait une partie avec Thomas Munier, justement, parce que je spoil, mais voilà, vous en entendrez bientôt reparler. Et donc, j'ai pu découvrir le jeu. Et donc, c'est un jeu dans lequel, effectivement, on a joué qu'à 2. Et du coup, pour la découverte, il m'a fait prendre le rôle de MJ, que je ne connaissais pas du tout. Le jeu, mais en fait ça se faisait très bien comme initiation, puisqu'en fait il m'expliquait un peu les différentes étapes et tout. Donc je n'avais rien préparé, donc on est parti un peu à l'aventure. C'était vraiment, mais c'était très bien de se lancer comme ça. C'est un très bon exercice. Et puis du coup, comme c'était quand même moi qui étais MJ, même si lui me guidait sur comment faire les résolutions et tout, c'est pas mal parce qu'on s'implique beaucoup plus de fait dans le système de jeu que je pense si tu es juste joueuse et que tu te laisses un peu guider par le MJ. Donc c'est une ambiance assez à la fois onirique et assez dark, tu ressens un peu tout le folklore, tu vois, qu'on peut avoir européen, je dirais. Et il y a beaucoup de tables aléatoires, en fait. Tu vas fonctionner beaucoup de tables aléatoires et donc je l'avais dit, hein, les joueurs et joueuses incarnent des pèlerins qui sont amnésiques, qui doivent retrouver des informations. Pour ça, ils vont avoir des quêtes à remplir. À l'issue de chaque quête, quand elle est réussie, ils vont récupérer une carte de tarot qui va leur permettre en fait d'avoir des indices sur leur passé, quoi. Et c'est comme ça qu'au fil, si on joue alors là on a fait un scénario comme ça, donc on n'a pas eu cet aspect-là, mais sinon tu as vraiment ce côté de, au fur et à mesure de
ta campagne ou de tes parties, tu vas en découvrir plus sur le passé de ton personnage, quoi. Et ben écoute, ça m'a vraiment beaucoup plu. C'était très chouette et surtout, tu vois, j'ai réussi à vraiment, je pense, rentrer dans le jeu et son système assez facilement. En plus, il y a tout un système. Enfin, tu peux aller en fait, il m'a envoyé les liens et en allant sur les liens, j'arrivais sur des générateurs de tables, donc ce qui me permettait en fait de cadrer un peu pour le récit. Et aussi, donc bien sûr, on avait défini au début les lignes et les voiles, mais aussi ce que Thomas appelle les phares. Et les phares, c'est en gros, c'est ce que toi t'as vraiment. Les lignes et les voiles, c'est ce que tu veux pas qu'on évoque dans la partie. Hein. Soit on peut l'évoquer, mais on rentrera pas dans les détails. Soit tu veux vraiment que ce soit pas du tout présent. Et le phare, c'est plutôt l'inverse. C'est ce que tu as envie de vivre dans ton aventure. Donc très très chouette. Et puis je le dis, on en reparlera prochainement dans le podcast. Voilà, si vous continuez je peux le dire, il y aura une interview de Thomas Munier très prochainement. Donc voilà. Ok, bah, c'est cool ça. Ouais, mais c'est pas mal, ouais, les phares pour une première séance, de savoir ce qu'on veut vraiment jouer, notamment dans des jeux ouverts qui permettent beaucoup de choses, même dans du Cthulhu, tu vois, où est-ce que tu veux plutôt axer sur l'enquête, axer sur les combats pulp, c'est quand même bien d'avoir les trucs, quoi. Ouais. Là, tu vois, quand on joue à des scénarios assez très écrits, là c'est plus difficile parce que t'es quand même tenu par ce qui est proposé, mais dans des jeux qui sont effectivement, comme tu le dis, beaucoup plus ouverts et où il y a beaucoup plus de place qui peut être laissée aussi à une forme d'improvisation, c'est pas mal. Et je me souviens que quand on avait fait du Dungeon World, ça avait été comme ça. Je me souviens que Twin nous avait demandé qu'est-ce que vous auriez envie de vivre comme type d'aventure, plutôt des intrigues politiques, plutôt de la chasse aux monstres, plutôt une aventure un peu avec de l'ésotérisme, etc. Et que ça nous avait un peu cadré, ça avait un peu donné des directives pour l'aventure qu'on avait ensuite vécue. Donc ça, je trouve ça effectivement pas mal. Et ça participe à ce contrat, social qu'il y a entre les joueurs et joueuses, particulièrement dans le jeu de rôle, puisque l'idée c'est quand même que tout le monde y trouve son compte. Hein. On n'est pas le but c'est que tout le monde s'amuse et fasse vivre ce qu'il a envie de vivre et pas d'autres choses qu'il a pas du tout envie de rencontrer dans une partie. Oui, c'est ça, pour éviter d'avoir, si on veut faire plus de combats et que c'est que du blabla, tu vois. Faut que les joueurs et le MJ se mettent d'accord sur ce qu'ils vont faire, quoi. Après, faut un peu de tout, quoi, pour que tout le monde puisse un peu s'amuser, quoi. Mais voilà, pas qu'il y en ait certains qui soient oubliés, quoi. On peut dire aussi qu'on continue à jouer à Brindlewood Bay, voilà. Oui, toujours. On en est au 2e scénario des mamies. Voilà, deuxième meurtre des mamies. Enfin, elles ont tué personne, hein. Qui sait Deuxième enquête, quoi. Qui sait, on ne sait pas tout sur le passé de mon personnage Monique. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de mystères autour de... Beaucoup de zones d'ombre, ouais. C'est ça. Elle a quand même une capacité à crocheter les portes qui est assez impressionnante, donc on peut faire des suppositions. Ouais, ça. Et ça nous plaît toujours autant. On rigole beaucoup. Ah bah oui, oui, on rigole beaucoup, beaucoup de second degré et de situations cocasses quand on est une mamie. Peut se permettre plein de choses. Ouais, c'est vrai que ça donne plus. Je pense que le fait de jouer ces personnages-là offre une plus grande, un peu plus de côté loufoque, quoi. On se permet peut-être plus que si on fait un paladin, quoi. Oui, c'est ça. Non, mais et en plus, voilà, on peut se le permettre. On est une mamie, tu vois. Qui c'est qui va dire quelque chose à une mamie? Tu peux aller fuiner, tu dis mais j'ai perdu mon dentier. Et tout ça. Ouais, et on explore aussi un truc, on en reparlera quand on aura fini Brindlewood Bay, quand on aura plus avancé, on reviendra dessus, mais on a exploré aussi un truc qui est proposé par le jeu, c'est de faire par moment, quand il y a des moments de cliffhanger, on peut faire des coupures pubs, et donc on invente des pubs qui seraient passées pendant nos épisodes d'Arabesque et tout. Et ça, c'est très très marrant, quoi. Ouais, ça casse le rythme et ça permet de changer un petit peu. Ouais. Et puis pour terminer, parce qu'on en avait parlé rapidement du supplément Les Demeures de l'épouvante pour l'appel de Cthulhu, qui compile en fait des vieux scénarios
Et puis des nouveaux scénarios qui ont été, je pense, qui sont originaux, qui sont à chaque fois un peu ce qu'ils appellent des mystères en huis clos, donc où effectivement, comme son nom l'indique, les demeures de l'épouvante, ça va se passer plutôt dans une maison ou un manoir, etc. Donc un lieu beaucoup plus fermé. Voilà. Et j'ai commencé un scénario qui est, j'ai pris le premier du bouquin, donc c'est un scénario qui avait déjà été écrit dans le passé. On a commencé. Alors l'ambiance est assez cool. Il y a toujours des choses cool. Et puis moi, je suis toujours assez fan de l'univers. Mais on retrouve toujours les mêmes problématiques. C'est que quand tu passes de ça à Brindlewood Bay, tu vois la liberté qui est offerte est pas du tout la même. Et je me dis que ça va être de plus en plus dur en fait de rentrer dans des scénarios très très cadrés quoi. On en reparlera sûrement aussi à l'occasion. Ouais. Bon, je pense qu'on a fait le tour de l'actu. Et puis en fait, on a choisi comme thème de parler alors d'un jeu, et aussi d'une thématique qui est liée. Alors le jeu, on va parler d'Hollywood, puisque j'ai expliqué plusieurs fois que j'avais fait la campagne La Justice des Anges. Donc ça sera l'occasion de revenir un peu sur le jeu, mais surtout de parler du fait de faire des campagnes qui durent très très longtemps. Mmh. Puisque cette campagne, elle a duré, dans mon cas, 3 ans et demi, ce que je considère quand même assez long. Hollywood, c'est un jeu qui n'est pas récent, puisque à la première édition date manifestement de 2008. C'est édité par John Doe. Alors, je pense que ça a été ensuite révisé en 2016, et ils ont sorti dans la foulée, en 2017, une campagne pour le jeu qui s'appelle donc La Justice des Anges. Hollywood, c'est un jeu qui est créé par Raphaël Andereux et Emmanuel Garbi. En tout cas, et la campagne aussi. C'est illustré par Le Grumpf. Ça se déroule dans une ambiance Hollywood, vous l'avez compris. En gros, c'est plutôt ça va aussi entre 1930 et 1950, donc un peu l'ambiance noire, ce qu'on appelle le noir dans le style littéraire ou même cinématographique, donc avec beaucoup de références au polar, par exemple le Faucon maltais ou ce genre d'ambiance, ou comment ça s'appelle, Assurance sur la mort, enfin les bouquins de Chandler ou de Hammett. Mais aussi, alors on est aussi un peu du côté de James Ellroy. Et la particularité, c'est qu'on est dans un monde dans lequel il y a eu un moment en ce qu'ils appellent le jour des cendres de mémoire, et il y a une sorte de brèche qui s'est ouverte. Et il y a une passerelle qui se forme entre le monde réel et puis le monde des démons. Donc succubes, golems, séraphins, etc. Et tout ça, on va se retrouver après avec des intrigues qui sont vraiment axées polar, avec tout ce qu'on retrouve dans le canon du polar. Mais donc les scénarios, c'est plus des enquêtes où tu te bats vraiment contre les démons. Les démons, ils sont là et... Les démons, ils ont leur... en fait, ils vivent comme ils cohabitent avec les humains ou pas, avec du coup il y a une forme de ségrégation aussi à leur rencontre, bien sûr, mais c'est plutôt enquête, et tu vas mélanger un peu les univers quoi. Donc tu vas aussi avoir des histoires de trafic de drogue, de prostitution, tu vas retrouver forcément tu sais tout ce qu'il y a dans l'imaginaire de ça, ouais. Ok, donc c'est plutôt d'une ambiance polar noir. Avec un petit fond surnaturel, ouais. Un petit fond surnaturel. Tu vas pas combattre le surnaturel pour tenter de fermer cette brèche, tu vois. Pas du tout, non. On est vraiment dans du polar. Et donc la campagne La Justice des Anges, en fait, on a joué, alors on était 6 joueurs et joueuses, et donc un MJ, le MJ s'appelle la voix off, parce qu'en fait il y a vraiment une idée il y a vraiment quand même beaucoup de références cinématographiques, et on comprend que c'est quand même une grosse inspiration. Donc du coup, c'est comme ça qu'on appelle le meneur ou la meneuse, la voix off. Et on joue des pré-tirés, et c'est un peu indispensable parce que il y a toute la campagne, elle est basée aussi sur l'histoire de ces personnages. Et puisqu'on va jouer en 2 temps, on va avoir un très long prologue qui se passe en 1931, quand on joue des personnages entre 10 et 14 ans à peu près. Et ensuite, il y a une seconde partie qui se passe en 49. Et il y a aussi, tu sais, un fond de élections municipales et tout. Le jeu a un système très original.
Et je dois avouer que à la fin de la campagne, je suis toujours incapable de vous dire quel était le système de jeu exact. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais réussi à vraiment imprimer en moi les règles. Alors que d'habitude, ça, quand même, au bout d'un moment, tu sais, tu prends le pli et tu comprends comment ça marchait. Là, mais moi, j'étais toujours, et je sais pas, je pense pas que c'était super compliqué. Je pense que je ne sais pas, j'ai fait comme un refus d'obstacle. Je n'ai jamais réussi à comprendre. En fait, le système de jeu s'inspire du craps. On va lancer 2 dés à 6 faces. Donc, il y a 2 résultats qui sont des réussites automatiques. Il y a 3 résultats qui sont des échecs automatique, et après pour les autres ça va dépendre en fait de l'écart en fait avec là, et on peut dépenser, on a des caves physiques, voilà, et dans chaque cave on a 3 compétences, enfin 3 trucs, et puis selon nos compétences on a des plus ou des moins dans certaines aptitudes, et ça va nous permettre ou pas de moduler nos jets de dés quoi, et d'en faire des réussites. Et je te jure, il y a parfois on peut dépenser pour améliorer, améliorer notre jet de dés et avoir plus de chances de réussir. Parfois, on doit miser. Je n'ai toujours pas bien compris comment on fait. Mais ce dont je me souviens bien, c'est qu'il y a un système, c'est que si tu fais un échec, tu peux dire que tu dépenses, tu prends ce qu'on appelle un fucking bastard point. Donc, c'est un malus pour l'avenir qui te permet en fait de refaire ton dé, relancer. Et à un moment, quand tu auras beaucoup trop de fucking bastard point, la voix off peut décider qu'il t'arrive un truc pas cool du tout. Et quand ça t'arrive, je peux te dire que tu t'en souviens bien et tu regrettes tous ces moments où tu as dépensé tes fucking bastard points, quoi. Tu as pris des fucking bastard points pour réussir. Voilà. Ouais, le système, j'ai regardé un peu, ouais, ça reprend un peu les règles du Craps où il faut faire 7 et 11 et les résultats de 2, 3 et 12. Et alors, en fait, il disait que, en fait, dans le Craps, l'idée, c'est de dire que le 2, 3 et 12, c'est les combinaisons où tu perds parce que c'est les combinaisons où tu as seulement une possibilité, une manière de faire les trucs. Voilà, alors que... oui. Alors que le 2, il faut forcément un double 1. Le voilà. 12, il faut forcément un double 6. Et le 3, c'est 2 et 1. Alors que 4, tu peux faire 2 et 2 et 3 et 1, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça l'idée à la base du Craps, quoi. Et mais après, voilà, les systèmes, c'est vrai que j'ai lu un petit peu, et les systèmes de cave où tu peux miser et tu perds des jetons ou tu les perds pas si tu réussis. Enfin, ça avait l'air assez compliqué. Alors, dans la campagne La Justice des Anges, en fait, il y a 12 scénarios que tu fais. Et donc, tu as un fil conducteur que tu retrouves et dans les années 30 et en 49 quand tu joues la seconde partie. Tu peux aussi intercaler d'autres scénarios qui existent pour le jeu si tu veux rallonger un petit peu ou faire des sortes d'intermèdes. Ton personnage, il évolue quand même pas mal. C'est l'avantage d'avoir une grosse campagne comme ça, c'est que ton personnage, tu peux le faire vraiment évoluer. Moi, je l'avais dit, moi, je suis passée de ex-toxico, joueuse invétérée à quasi maire de la ville. Bon, fiancée du maire, du maire. Donc voilà, c'était assez drôle à jouer, et autant dire que forcément en tant qu'ex-toxico, quand je me prenais des fucking bastard points, j'étais très tentée de me droguer. Ça, c'était très drôle à jouer, j'avoue. J'ai beaucoup aimé jouer les scènes où mon personnage prenait de la drogue. Je ne sais pas s'il faut voir un message. C'était amusant. Et tu as vraiment ce sentiment que ton personnage quand même évolue beaucoup et que tu peux même s'il est très écrit et que tout son background est connu, je pense que tu peux vraiment te l'approprier et en faire quelque chose. Et c'est vrai que j'avais un peu de peine en quittant mon personnage à la fin de la campagne. Je sais qu'elle va me manquer un petit peu parce que voilà, c'était la femme fatale aussi, tout à fait moi. Donc voilà, c'était vraiment... Bien sûr, on n'a pas de doute là-dessus. Voilà, et ça, c'était cool. Et alors, j'avais dit, en fait, les autres personnes avec qui je jouais, je ne les connaissais pas pour la plupart. Je ne connaissais que 2 personnes, dont une vraiment bien. Donc ça, si, c'était assez déstabilisant parce que, tu vois, on est censé être un groupe quand même très soudé. Enfin,
qui se connaît très bien, donc c'était pas si évident que ça à mettre en place. Mais au bout de 3 ans et demi, ça se crée. On en reparlera après de fait de faire des campagnes très longues. Et pour la partie scénario, donc je sais pas. Il faut se dire que c'est quand même une ambiance polar et en fait, il faut pas hésiter à y aller, tu vois. Et je pense que nous, notre groupe était très prudent, même peut-être trop prudent parfois, un peu timoré, trop dans le respect de la légalité sûrement. Parce que, enfin... Ouais, trop dans, parce que t'as fait trop de Cthulhu. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que on est trop méfiants. Et les enquêtes, enfin les scénarios, comme à chaque fois c'est des enquêtes, tu vas avoir un truc sur de la promotion immobilière, un truc sur du trafic de drogue, un truc sur un meurtre dans un diner, enfin ce genre de trucs. Les enquêtes sont pas si faciles que ça, tu vois, c'est souvent un peu embrouillé. Enfin, moi je trouvais que c'était pas du tout facile. Et je pense aussi que c'est parce que le genre du noir n'est pas du tout un genre que j'affectionne particulièrement. Et même quand tu regardes souvent les vieux films ou que tu lis les bouquins, souvent l'intrigue que vit le détective, c'est plus un décor à une ambiance. Le vrai sujet, c'est l'ambiance. Et l'intrigue n'est qu'au second plan. Et parce que souvent, c'est un peu embrouillé, puis tu retrouves un peu toujours les mêmes choses avec des escroqueries à l'assurance, enfin voilà, et tout. Et moi, je trouvais que c'était pas du tout facile. Qu'il y avait des moments, moi, j'étais un peu paumée sur quoi faire. En plus, comme moi, je suis quelqu'un, je suis assez bourrin. Moi, je serais bien allé parfois en mode, allez, on n'a rien à perdre, on y va et puis on met les pieds dans le plat. Et on n'est pas, le groupe, comme après c'est un groupe, tu te concertes sur ce que tu fais. Ils étaient plus mesurés que moi. Je sais pas si parfois on n'aurait pas dû y aller un peu plus ou pas. Et parfois, je savais vraiment pas ce qu'on devait faire, quoi. J'étais vraiment paumée. Et puis, il y a beaucoup de PNJ, donc à la fin, moi, j'étais parfois un peu paumée entre qui était qui et tout. Mais c'était une super bonne expérience parce que c'est vrai que je n'aurais pas forcément joué à ce jeu de moi-même. Et c'est bien aussi de pas faire que des trucs, tu vois, qui sont ton genre de prédilection ou ton univers de prédilection. Ça offre d'autres choses, quoi. Je trouve que l'aspect surnaturel, il est pas si marqué que ça, en fait. C'est juste une catégorie un peu plus... ça te rajoute une catégorie de personnes dans la ville, mais t'as pas l'impression vraiment de vivre des trucs surnaturels. Ouais, tu n'en as pas à tous les coins de rue, quoi. Mais est-ce qu'il y a quand même des enquêtes où c'est lié avec du surnaturel, quand même ? Oui, il y a quand même de ça, mais c'est pas tu sens bien que c'est pas la priorité. C'est pas du X-Files, quoi. Non, c'est pas l'objectif de ce qu'on veut te faire vivre. On veut vraiment te restituer l'ambiance polar, noire, etc. C'est un peu poisseuse, tu vois, cette ambiance un peu poisseuse et où même si toi t'es le héros ou l'héroïne, t'es pas forcément une très bonne personne et tu vas forcément faire des choses qui sont pas très bien. Et ça, c'est un truc qui est hyper important. Et c'est vrai qu'on en a parlé après à un moment en cours de partie avec le MJ, enfin avec la voix off. C'est un jeu pour lequel c'est dur, par exemple, d'avoir des lignes et des voiles parce que de fait, tu vas rencontrer des choses assez dégueulasses. Alors, je pense que tu peux quand même mettre des limites, mais tu peux pas dire il y aura aucune violence faite aux femmes, par exemple, parce qu'il y aura forcément des affaires de prostitution, de trucs comme ça. Enfin, il y a des meurtres assez violents. Donc, tu vois, à la James Ellroy, donc je pense que le Dahlia noir, ça parle à peu près à tout le monde. C'est des choses qu'on retrouve. Donc, c'est compliqué d'avoir je pense que c'est un jeu où tu peux pas avoir vraiment des lignes et des voiles et il faut le savoir quand même quand tu y joues. Je sais pas comment tu peux l'instaurer à part sur des trucs vraiment extrêmes. Ou alors on rentre pas dans les détails ou on limite, mais tu peux pas l'occulter complètement dans l'univers, quoi. Oui. Et donc au bout de la campagne, est-ce que est-ce que c'était une campagne finie ? Oui, parce qu'en fait les scénarios, c'est à chaque fois souvent c'est une enquête particulière, mais qui s'inscrit souvent qui s'inscrit en général dans le fil conducteur, voilà. Et à la fin, effectivement, t'es censé résoudre ce fil conducteur, quoi. Mmh. Nous, on a réussi, je sais pas comment on a réussi à s'en sortir et tout, mais on a réussi. Visuellement, c'est super chouette. Pour le coup, c'est vraiment très beau et très original. Et les PNJ, ce sont des acteurs et actrices
principalement, qui ont été retravaillés pour coller à l'ambiance graphique du jeu, enfin à l'ambiance. Donc tu as un personnage que c'est clairement George Clooney, un autre personnage c'est De Niro, un autre personnage, etc. Donc ça c'est assez chouette parce que tu as ce petit côté de le choix des personnes, enfin des personnalités qui ont été prises pour faire tel perso, ça te donne aussi quelque part inconsciemment des indications sur ces personnages. Tu peux pas t'empêcher de faire le rapprochement avec ce que tu sais de ces personnes ou de leur rôle phare. Donc c'est assez amusant. Voilà, donc non, c'était ça reste une super expérience. Je l'ai dit, alors après, toi, je sais pas, c'est le genre d'ambiance qui t'intéresse ou pas du tout Non, c'est pas une ambiance qui m'attire dans les romans et tout ça. J'en ai fait un peu, on en a fait un peu avec Cthulhu Confidentiel. Ouais. C'est un peu plus tard, mais voilà, c'est aussi dans ces eaux-là, quoi. Je suis pas spécialement fan. Une fois de temps en temps, ça passe, mais oui, c'est pas un genre vers lequel tirer de toi-même, quoi. oui, naturellement, quoi. Ouais, même en film et en livre, c'est pas un genre vers lequel je vais spontanément, quoi. Et donc je le disais, c'est une campagne qui nous a pris 3 ans et demi. Alors il y a eu plein de fois où il y a des sessions, on jouait de toutes les 2 semaines. Il y avait pas mal de fois où des sessions on sautait. 3 ans et demi, c'est quand même très long, faut le dire. Et surtout, alors moi j'avais mes co tough guys, ils étaient ouf parce qu'ils ont pris des notes de malade, mais vraiment incroyable. Je suis hyper admirative. Ils peuvent écrire un roman maintenant là-dessus. Ah oui, ils peuvent écrire un roman et vraiment j'en profite. Je sais pas s'ils écouteront ou pas, mais je leur fais un petit big up comme on dit parce que c'était vraiment ils ont trop bien géré. Et les prises de notes parce que entre ce que les infos que tu as eues 3 ans auparavant, il y a des trucs putain pour s'en souvenir, waouh, tu crois que tu vas t'en souvenir, mais non, en fait tu t'en souviens pas si bien que ça. Comme il y a beaucoup de PNJ, parfois tu mélanges un peu les persos. Et on joue à distance, et vous savez, tout le monde sait combien j'ai une capacité de déconcentration quand je suis devant mon ordinateur qui est terrible. Donc parfois, tu sais, si c'est pas ton personnage qui est en train de faire un truc, mais un autre groupe de PJ, parfois tu fais un peu autre chose. Ce qui, en vrai, devrait être le cas, puisque en vrai, tu devrais pas être là. Donc en même temps, c'est pas inenvisageable, de penser que après tout, tu peux faire autre chose puisque t'es pas censé être là. Mais après, ils te restituent, même s'ils te restituent ce qu'ils ont fait, c'est pas la même chose que si c'est toi qui a joué la scène. Donc, pas évident du tout. À distance, je l'ai dit. Au tout début, je les connaissais pas, donc pas toujours évident, tu vois, de s'intégrer dans un groupe, surtout que eux, il y en avait, ils se connaissaient quand même, il y en avait 4 qui se connaissaient très bien. Donc pas toujours évident. Après, franchement, ils ont été adorables et ça s'est super bien passé. Et voilà, on a vécu des super moments et tout. Et on a eu la chance de jouer à un moment tous ensemble. Donc ça, c'était très bien en présentiel. Donc ça, c'était vraiment bien parce que ça venait un peu clôturer aussi une expérience humaine. Mais je trouve que les campagnes comme ça, c'est exténuant en fait. Tu vois, de recoller les morceaux, de se souvenir. Ouais. Si t'as pas pris des très bonnes notes, tu peux vite te retrouver complètement paumé si ton MJ t'aide pas, quoi. Ouais, si tu les as pas pris, si tu les as pris en numérique, tu peux faire CTRL F pour rechercher un truc, mais exactement. Si t'es dans des cahiers, tu peux vite retrouver, devoir feuilleter des pages, dire mais c'était qui ce monsieur, qu'est-ce qu'on avait déjà sur lui et tout ça. Ouais, mais c'est vraiment ça. Hein. Je trouve que y a vraiment ça. Il faut vraiment prendre. Et c'est là que tu t'aperçois que pour des cas comme ça, la prise de notes, elle est indispensable. Et c'est vrai qu'il y en avait un ou deux qui prenaient vraiment très très bien les notes. Et je pense que ça nous a beaucoup aidé pour nous en sortir, quoi. Ouais, oui. Je pense que notamment sur de l'enquête, c'est assez indispensable de tout noter, quoi. Ouais, parce que j'avais déjà fait une campagne assez longue de Cthulhu, mais c'est de l'enquête qui reste moins de l'enquête stricte, tu vois. Et tu sais, malgré tout, t'as tellement de méta dans Cthulhu que tu sais à peu près où tu vas, finalement. Là, c'est vraiment de l'enquête plus classique. Plus terre à terre. Et avec beaucoup de personnages, ouais. Et tu
peux perdre le fil facilement de ce qui s'est passé, surtout si t'as pas joué depuis un mois parce qu'il y a une séance qui a sauté, bah c'est pas si évident. Je sais pas si toi t'as fait des longues campagnes comme ça ou pas. Non, pas aussi longues. J'ai fait quelques campagnes sur un an et demi. Avec des groupes, mais alors après voilà, c'est le fait, c'était que c'était pas des campagnes finies, donc c'était plus sur du bac à sable ou des scénarios voilà, one shot, mais qui étaient plus liés ensemble un petit peu, mais c'était pas une histoire écrite de part en part avec un début, une fin. Et donc ça c'est ça, au bout d'un moment, soit ça s'essouffle, soit voilà, il y a le groupe qui se sépare, parce que moi c'était l'époque où je jouais pas encore via Discord, donc c'était on se voyait en vrai, et du coup voilà, il y a des contraintes physiques aussi à ce niveau-là, mais ça après c'est toujours bien d'avoir un même personnage que tu reprends au fil des semaines, de dire on s'attache quand même à ce personnage. Ouais, c'est ça qui est vraiment fort, ouais. C'est quand même plus sympa aussi qu'un one shot. Voilà, si sur un one shot ton personnage il se fait couper un bras, tu dis oui, voilà, il s'est fait couper un bras. Si sur une campagne, s'il se fait couper un bras, quand il faut utiliser ses deux mains la séance d'après, tu te dis je suis quand même un peu embêté. C'est vrai que dans les campagnes assez longues, t'as quand même plus d'attachement à ton personnage. Là, ça a été vraiment le cas en fait. Je me rends compte que dans ce jeu-là, le personnage que j'avais, j'ai vraiment eu un attachement beaucoup plus fort que j'ai eu je pense, dans tous les jeux que j'ai fait par ailleurs, quoi. C'est vraiment le personnage auquel je me suis le plus attachée. Et vraiment, je réfléchissais aussi à comment elle évoluait et comment... parce qu'en fait, moi, je suis pas du tout ex-toxico, je suis pas du tout joueuse professionnelle, je suis pas du tout femme fatale, et du coup, j'essayais quand même vraiment de me dire comment ce personnage-là, qui est très stéréotypé dans un genre qui, même si c'est pas mon genre de prédilection, je vois très bien à quel type de personnage c'est dans ses livres ou dans ses œuvres cinématographiques, comment elle réagirait réellement, et pas comment moi, en tant que femme, tu vois, du 21e siècle. En tant que Paul Gara. En tant que Paul Gara, voilà, je réagirais, quoi. Et ça, c'était vraiment plus intéressant, parce que je pense que c'est la première fois où vraiment j'ai le sentiment que j'essayais vraiment de jouer le personnage plus que ce que moi-même j'aurais mis dedans, quoi, tu vois. Enfin, c'était plus décorrélé. Alors que moi, je l'ai déjà dit, hein, j'ai du mal à être une personne différente, totalement différente en jeu et hors jeu. Donc bien sûr, il y avait des traits de mon personnage qui sont clairement les miens, mais j'essayais quand même aussi de réfléchir à comment elle réagirait par rapport aux stéréotypes ou à l'archétype de personnage qu'elle était censée être dans le groupe, parce que chaque personnage du groupe était un archétype, et c'était un peu un des personnages obligatoires qu'on trouve dans ce genre d'univers, donc c'était assez intéressant à jouer, quoi. Ouais, d'être le pilier qu'il faut que tu sois dans le groupe, et pas dans le groupe et dans l'univers, voilà, et de pas se sortir. Parce que je pense aussi que les scénarios fonctionnent parce que tu joues ton personnage comme il doit être joué. Enfin, d'une certaine manière, parce qu'il va répondre à son archétype, parce que c'est ces archétypes-là qui permettent aussi de déverrouiller certaines interactions avec les PNJ, tu vois. Donc, si tu fais pas du tout ça, et forcément, ça enlève un jeu d'interaction qui potentiellement va te bloquer pour après résoudre des enquêtes, avancer dans le scénario, etc., etc., quoi. Ouais, oui, et voilà, on met un petit peu plus, voilà, on peut peut-être plus se prendre le temps sur une campagne longue, et puis après les gens avec qui tu as joué, que tu ne connaissais pas, est-ce que tu penses les connaître un peu mieux? Ah oui, clairement. Ou est-ce que tu connais juste leur perso? Non, je pense malgré tout que je les connais mieux. Et c'était drôle parce que je les ai rencontrés 3 ans plus tard. Tu vois, on s'est rencontrés qu'au bout de 3 ans. Et c'est vrai que
ça m'a fait... C'était étonnant de les rencontrer en vrai et d'avoir des interactions vraiment autres que hors jeu, voilà. Mais en même temps, j'étais pas non plus complètement surprise sur qui ils étaient comme personnes, et alors que je les connaissais vraiment que via le personnage qu'ils incarnaient, quoi. C'était une super expérience, quoi. Mais c'est vrai qu'après, c'est l'investissement tu te rends compte que c'est beaucoup d'investissement et que parfois, tu as l'impression de rater des choses parce que tu te souviens pas bien, parce que t'as un peu perdu le fil et tout. Et ça, ça m'a fait rager parce qu'il y a des trucs après, ça me revenait. Je me disais, mais oui, putain, j'y pensais, mais oui, ça, il y a eu ça, effectivement. Et tu t'en veux un peu, quoi. Et ça, je pense que de toute façon, c'est inévitable, hein, dans ce genre de situation. Oui, c'est inévitable sur 3 ans de pas se souvenir de tout. Déjà, là, on avait fait une mini-campagne de Cthulhu sur 6 mois. Ouais, vous aviez déjà oublié l'intro. Voilà, on avait oublié l'intro. Donc déjà c'était mal parti, quoi. Non, mais voilà, c'est vrai que... Et puis, il y a des choses qui peuvent te paraître anecdotiques qui, finalement, en fait, ne sont pas si anecdotiques. Ouais, tout à fait. Voilà, et après, tu te dis, ah mais oui, mais ça, c'était important, en fait. Il fallait le retenir. Voilà. Voilà. Mais oui, mais ça permet, voilà, de souder le groupe, de se voir comme ça. Oui, je pense qu'il t'en reste toujours quelque chose et que ça crée un truc particulier. Une histoire commune, quoi. Oui, tout à fait. Voilà. Bah, je pense qu'on a fait un peu le tour. Je sais pas s'il y a autre chose que tu veux ajouter. Non, pas du tout. J'encourage les gens aussi à faire des jeux en campagne. Ouais, parce que c'est une sacrée expérience en tant que joueur et en tant que les personnes avec qui tu vas le vivre, quoi. Ouais, voilà. Donc, voilà, faites des campagnes, mettez des filtres, des voiles et des lignes, mettez des flashs et partez pour une campagne de plusieurs années, quoi. Et puis en plus, si vous jouez au même jeu pendant un an, ça vous revient moins cher en achat de jeu. Ouais. Alors ouais. Et puis normalement, tu dois te souvenir du système de règles, sauf dans mon cas, hein, parce que moi, je pense que j'étais hermétique au craps. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais réussi. C'est plutôt le blackjack pour toi, c'est ça? Ouais, voilà. Non, je suis assez. En plus, non, en vrai, je pense que c'est tous les jours où il faut miser de l'argent. J'ai un gros problème psychologique. Je dois être trop radine ou je sais pas. C'est ça. Là, en plus, si tu mises tes points de vie, c'est pas... Ah oui, non, mais alors les fucking bastard points, je peux te dire que parfois j'ai regretté. Parce qu'en plus, le MJ nous encourageait à prendre des fucking bastard points, bien sûr, oui, ce fourbe. Toujours. Tu vois, pour pouvoir après nous faire vivre des salements. Moi, j'ai vraiment cru que j'allais crever à la fin de la campagne. Ouais, c'est le retour de bâton. En fait, j'avais vu ça aussi dans un autre jeu, c'est dans Metal Adventure, en fait, tu peux booster tes jets de dés, il y a un pool de 50 dés à disposition. Ah oui, je crois que tu m'en avais parlé une fois de ça, ouais. Ouais, je crois que j'en avais déjà parlé, et tu peux booster, doubler le nombre de dés que tu prends en prenant des dés de ce pool de dés de joueurs. Mais une fois que tu les as utilisés, ils vont dans la pool du MJ. Et du coup, après, le MJ peut les utiliser pour que les ennemis puissent se battre, que soit un peu plus fort que... Si voilà, c'est dans l'idée, c'est de dire que voilà, la violence appelle la violence. Donc dans les combats, si tu envoies beaucoup de dés, les gens ils vont se battre d'autant plus fort, quoi, aussi. Et voilà, c'est un moyen d'équilibrer et de faire avancer. Si vraiment tu veux pas rater ton jet de dés pour quelque chose, hop, tu prends un boost, mais ça reviendra plus tard, quoi. Bon, écoute, je te remercie beaucoup d'aider. Je te remercie à toi pour participer à ce podcast, et on se revoit bientôt pour jouer avec les mamies. Bah oui, bien sûr, les mamies forever. C'est les craquantes un peu aussi, il y a un petit côté craquante. C'est des J'adorais cette série improbable, mais ouais, tant que c'est pas les vampes, ça. Secours, non. Bon, sur ces souvenirs des années 90, on va se quitter. Je ne mettrai pas en générique de fin Au nom de la rose de Mousse, je vous rassure.
Vous pouvez écouter jusqu'au bout. Et on se retrouve bientôt, Dédé, et on remercie tous les auditeurs et auditrices. Salut! Ouais, merci. Ciao.